Donc ça va parler d'aventure, sachant que en France du 19e siècle, fin 19e, mi-20e, il y a eu un grand engouement pour l'aventure, qui n'est pas forcément resté dans l'histoire littéraire, mais qui a été très important, est marqué du sceau du ce qu'on peut appeler pré-existentialisme. Bien sûr, il y a différents existentialismes, il y en a des athées, il y en a des religieux, etc. Pour le moment, je ne prendrai pas le temps de faire une définition très particulière. Ce que je veux juste montrer, c'est que quand on s'engage en aventure, on risque de se blesser. Donc d'atteindre à l'intégrité physique de son corps, et il se trouve, ce que je vais exemplifier avec un roman d'André Malraux, c'est que dans l'aventure pré-existentialiste, le risque métaphysique double le risque physique, donc c'est encore plus dangereux. Donc par pré-existentialisme, je parlerai plutôt d'un courant de pensée, d'une couleur de pensée qui annoncerait, comme certains existentialismes plus connus, comme celui de Sartre ou de Camus, qui se développent dans les années 40 et 50, les traits de cette couleur de pensée seraient comme un affranchissement des déterminismes essentialistes, en gros des étiquettes, pour faire simple, devant la reconnaissance du caractère absurde, non motivé, contingent de l'existence. Un Dieu est mort, Nietzsche l'a dit, tout fout le camp, donc ça... On est là-dedans, il y en a qui s'intéressent, etc. Et je renvoie à certains ouvrages comme ceux d'Elisabeth Rechnevsky, Suarez, Malraux, Sartre, antécédents littéraires de l'existentialisme, ou un autre d'Everett Knight, Literature Considered as Philosophy, The French Example, qui montre qu'une partie de la pensée existentialiste se développe dans le roman en France jusqu'aux années 40 et non pas dans la théorisation purement philosophique. Donc une image pour essayer de comprendre cette affaire-là. En gros, ce pré-existentialisme retire les étiquettes, c'est-à-dire qu'on a le chaise, table, humain, etc. On enlève les étiquettes, tout fout le camp, on ne sait plus vraiment, tout est indistinct. Or, l'aventure est une manière de lutter contre cette informe et cette indistinction. Pourquoi ? Pour faire simple, si on reprend la définition de Vladimir Jankélévitch, philosophe français, qui tenait beaucoup à ce qu'on dise Jankélévitch, c'est pas Jankélévitch, l'aventure c'est l'avènement de l'événement, c'est le moment où le présent arrive, on ne sait pas ce qui va se passer, le présent on sait, le futur on ne sait pas, l'aventure c'est ce moment là où ça arrive, on est vraiment, on a le thrill et tout ça. Et donc en ce moment, en tant que telle, elle est tout le temps mornée, elle est tout le temps advenante. Et plus on se rapproche de ce moment, disons, d'exaltation, de l'irruption du temps, plus on va avoir tendance à, idéalement, se rapprocher d'une transcendance du temps. On va vouloir transcender son passage transformationnel, c'est-à-dire le devenir des choses. Et un des devenirs des choses, c'est la pourriture, la décomposition du corps, son démantèlement, que l'Occident a enregistré depuis les toutes premières méditatio mortis. Donc l'aventure lutte contre le pourrissement par son être temporel même. Et d'ailleurs, Jankélévitch, lui, parle de pourrissement du temps. Il dit que quand on n'est pas en aventure, quand on est dans l'intervalle, quand on est dans le présent établi, le temps pourrit. De même, c'est pas anodin de noter que Jean-Paul Sartre, lui, parle de la mollesse tiède du quotidien. C'est-à-dire, pareil, quand Roquentin, dans La Nausée, dit et bien là tout d'un coup le temps passe, je le sens passer, s'affaiblir, il dit c'est la molestie du quotidien. Or il dit quand j'étais en aventure je n'avais pas ça, il se passait quelque chose, les choses avaient de la forme. Donc l'aventure veut de la forme. Or il se trouve que dans le contexte de la littérature, du roman littéraire d'aventure disons du 1er 20e siècle, 1900-1940, il y a des images de pourriture partout. La pourriture est partout, que ce soit chez Gide sous forme de boue et de pourriture, chez Huysmans, ensuite ça s'en va avec Voyage au bout de la nuit, dans le passage en Afrique, c'est déliquescent de partout, enfin je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a une menace tout le temps de l'effondrement des formes du monde et de sa cohérence. Donc l'aventurier, lui, il s'engage en aventure, il se dit tiens, je vais pouvoir retrouver ma forme en vivant le présent le plus possible, c'est-à-dire en prenant des risques. Et donc dans La Voie Royale de Malraux, 1930, Claude et Perken décident d'aller voler des statues khmères parce qu'ils sont très conscients de cette caractère, de leur caractère déliquescent et morbide et tout ça de leur vie. Ils se disent nous sommes des êtres condamnés, nous avons le cancer de la vie en nous, engageons-nous en aventure, allons dans la jungle et volons des statues, on se sentira vivre. Et donc ils s'enfoncent dans la jungle. Et donc par exemple Claude Malraux, enfin le narrateur, nous dit ça, Claude sombrait comme une maladie dans cette fermentation où les formes se gonflaient, s'allongeaient, pourrissaient hors du monde dans lequel l'homme compte. C'est-à-dire qu'il y a cette image, à mesure qu'ils avancent dans la jungle équatoriale,
ou tropicale plutôt, de l'Asie du Sud-Est, eh ben, l'abondance de la végétation et de l'humidité donne une impression que le monde informe est de plus en plus prégnant sur les formes humaines. Et donc, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Il reste 4 minutes. 4 minutes, donc. À un moment, ils sont dans la jungle, etc. Et là, Perkins se dit, ils ont des problèmes avec des autochtones qui veulent les tuer. Perkins se dit, je vais prendre des risques, je vais aller au-devant d'eux. Ça va être une exaltation totale, je vais me sentir vivre. Il y va. Manque de chance, il se prend une fléchette empoisonnée dans le pied. Il est très loin de tout secours médical et il se met à pourrir de la gangrène. Donc, pour un homme qui voulait aller en aventure contre la déliquescence du monde pour retrouver sa forme, il se retrouve avec une gangrène à la jambe, ce qui est finalement la pourriture ambiante et la façon dont lui ressent le monde comme une pourriture ambiante s'intègre à son corps. Alors à ce moment-là, il y a une très claire et nette séparation du corps et de son être. Il est dit que ce corps irresponsable voulait l'entraîner dans la mort. Perkins se sent enchaîné à sa chair. Il regarde même sa main et il voit que sa main, je cite, est libérée, séparée de lui. On pense à la main araignée ou la main crabe. Roquentin, dans La Nausée, il parle d'une main crabe. Et plutôt dans le roman, Claude de La Voix Royale parle d'une main araignée. Il y a cette idée, et le crabe, on voit le cancer. Hein. Le corps se détache de l'être et puis le regarde animalisé, comme en disant je vais reprendre possession. Et c'était du crabe de la main qui... Et à un moment, Perkins, vers la fin, dans les derniers moments de son agonie, a l'impression que sa main devient un œil. Et main araignée, comme main crabe, simple, naturelle, mais vivante comme un œil, la mort, c'était elle. Et on a l'impression que, on peut interpréter ça comme ça, le corps reprend son dû, c'est-à-dire que face à une conscience qui voulait s'affirmer, qui voulait finalement affirmer une étiquette, ceci est mon corps, ceci est mon être, devant l'absurdité, je veux m'exalter et reprendre le contrôle de ma vie. Finalement, la main araignée que Perkins hallucine dans son agonie gangréneuse est comme le corps qui retourne ça et qui dit finalement tu m'appartiens, tu n'es plus rien, je reprends, tu pourris, tu deviens rien, je reprends le contrôle. De tout ça, quelques conclusions rapides. Donc pour je regardais parce que je suis allé très vite sur plein d'affaires, je regarde s'il y a des choses que j'ai loupées. Bon, on va conclure. Donc, on peut conclure que l'aventure est un agencement du corps. C'est-à-dire que quand l'aventurier, lui, s'engage en disant « Je suis dans une situation aventureuse, j'ai un risque, j'ai un événement qui s'en vient, le présent arrive, je suis comme imagé. » C'est-à-dire j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai une cohérence corporelle et une cohérence presque ontologique de ce moment d'aventure. Et c'est tout à fait clair, par exemple, dans La Nausée, où on parle d'un moment parfait, qui sont des moments presque imagés, où tout arrive comme il faudrait. C'est ce moment-là, l'aventure. L'aventure est un agencement, or, elle est menacée par ce préexistentialisme-là, révèle que derrière cet agencement-là réside, en fait, l'implacable mainmise de l'absurdité du monde qui va démanteler inévitablement le corps. Donc l'aventurier, paradoxalement, qui s'enfonce au plus près du présent pour vivre un présent exalté et sublimer sa condition d'homme cher et d'homme absurde, se rapproche au plus possible d'une continuité qui se manifeste dans le roman de Malraux par la gangrène. Continuité entre la jambe pourrie et le monde sans étiquette. Donc en ce sens-là, l'aventure est fondamentalement érotique au sens de Bataille, comme ça avait été dit, puisque chez Bataille, il y a ce double mouvement entre horreur de la discontinuité et attirance totale pour la discontinuité, sachant que l'érotisme est l'affirmation de la vie jusqu'au bout de la mort. C'est-à-dire on se rapproche le plus possible de son anéantissement pour se sentir vivre, sachant qu'on s'y brûle. Si on enlève cette idée d'absolu, en fait, ce qui pose problème ici, c'est l'idée d'absolu, l'aventure devient action. À ce moment-là, il n'y a plus d'idée de vouloir transcender quoi que ce soit, la simple idée de vouloir agir. Ce sera le cas de personnages de Malraux qui, eux, iront juste, par exemple, commettre un attentat suicide pour, pragmatiquement, tuer quelqu'un et non plus se sentir vivre. C'est la fin.